dans L'armoire est pleine, le scandale des rapports enterrés de la République, vous évoquez les inondations. Bon, on considère souvent que c'est un épiphénomène, surtout quand on habite une grande ville comme Paris, mais pas du tout. En fait, on se rend compte que le scandale des terrains inondables a été très nourri de rapports qui sont restés sans suite. Alors là aussi, c'est sans doute un des sujets sur lesquels il y a le plus de rapports et depuis le plus longtemps. C'est-à-dire qu'on trouve déjà les rapports au Moyen-Âge sur les zones inondables et les erreurs à éviter, les endroits où ne pas construire. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on découvre très souvent pour des drames, des tragédies d'aujourd'hui, quand on recherche dans les archives, on trouve des rapports d'il y a déjà plusieurs siècles disant on ne construit pas en bas, par exemple, on construit dans les hauteurs, et les gens vivaient dans les hauteurs d'ailleurs. Et c'est sous la pression après de la spéculation immobilière qu'on a commencé à construire plus bas, donc dans des zones plus dangereuses, même si ça arrive qu'une fois tous les 50 ans ou une fois toutes les 3 générations, quand ça arrive, ça fait très mal. Donc Vaison-la-Romaine en est évidemment l'exemple majeur, je dirais, puisque là on a une toute petite rivière louvaise, bien gentille, bien tranquille, charmante, et qui peut se transformer en enfer. Mais vraiment en quelques heures, bon. Et ça avait été le drame. Et on découvre qu'autrefois, eh bien, il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait pas de spéculation immobilière, et les gens étaient habitués à vivre dans les hauteurs, donc il n'y avait pas de drame. Et les premières fois où il y en a eu des rapports, justement, ou des notes importantes, et il aurait suffi de les regarder, de les lire, ces anciens rapports, pour certains datent même de 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, vous voyez, c'est très ancien. Et où on avait déjà l'avertissement, l'alerte sur le type de danger. Et ça, on a cette situation dans plein d'endroits en France. Mais la spéculation la spéculation immobilière, finalement, fait tout refouler. Et avec l'entente là-dessus, puisque souvent on a des élus qui se trouvent corrompus, en fait, ou en conflit d'intérêts. Par exemple, le fils qui va monter une entreprise, qui va construire, et le maire, le père, va laisser faire, et on a des situations un peu mafieuses comme ça, ou très mafieuses même. Ça a été le cas notamment à la Faute-sur-Mer. Alors, à la Faute-sur-Mer, il y avait conflit d'intérêts, d'une façon très très suspecte. Donc le maire avait été condamné en première instance à de la prison ferme, ça a été transformé en sursis ensuite, avec en plus une suspension très partielle seulement de ses droits civiques. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus se représenter comme maire, mais on lui donnait la possibilité quand même de se représenter au sein du conseil municipal et de peser toujours avec sa décision de mentor. Donc on sait qu'il pouvait continuer à défendre finalement des projets immobiliers dans des zones inondables. Et des zones qui avaient été inondées, il y a eu des morts. Et qui avaient été inondées. Donc là, pour la Faute-sur-Mer, on est 47 morts, 36 disparus, qui ne reviendront jamais. On se doute bien qu'ils sont morts aussi. Ça fait une centaine de morts qui étaient parfaitement évitables. Donc encore une fois, il y a une condamnation. Et là aussi, c'est le problème. En appel, donc on va dire tout a été levé. Personne personne n'a eu de peine, même pas le promoteur immobilier qui manifestement avait eu des pratiques d'influence qui n'étaient pas légales. Donc les parents n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer, totalement indignés. Et le problème, c'est que c'est partout comme ça en France. Il y a une impunité quand même, là, qui est aussi très malsaine et qui est à l'origine finalement de la chronicisation du problème. Et donc aujourd'hui, on en arrive à dire qu'après ces milliers de rapports, quand on dit des milliers de rapports, c'est vraiment ça, et je dirais chaque année, tant que la société elle-même, tant que les gens eux-mêmes ne créent pas des associations de pression pour empêcher de bâtir dans les zones inondables, et pour surveiller tout ça, les choses n'évolueront pas. Donc remettre en question les plans d'occupation des sols, les décisions qui sont prises par la municipalité elle-même, aujourd'hui, ça c'est carrément vital, en fait, dans les zones inondables. Et pour le nombre de rapports, là aussi, tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'on a toutes les collectivités locales qui produisent des rapports, presque chaque année pour ça, le conseil régional, le conseil général, le département, la Cour des comptes en produit, l'Assemblée nationale, en l'espace de 10-15 ans, l'Assemblée nationale, sur le problème des zones inondables, on a plus de 100 rapports. Bon, et tout ça donc, finit dans des placards. Personne ne les lit, et pourtant, j'ai envie de dire, c'est la conscience aujourd'hui critique de la République, elle est là.
Et alors, quid de Paris? Parce qu'évidemment, il y a la fameuse crue de Paris dont on parle et reparle, mais qui n'arrive pas. Donc, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que vous avez pu consulter des rapports qui disent qu'une crue à Paris serait peut-être évitable ou prévenable? Et est-ce que ça peut arriver et quelles en seraient les conséquences? Alors, les conséquences, elles viennent d'être rechiffrées pour la énième fois par l'OCDE récemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des organismes internationaux qui produisent aussi des rapports exactement sur les mêmes problèmes. On a des dangers, des conséquences prévues qui sont du même ordre. Donc là, ce sont des milliards et des milliards. Certains parlent de 30 milliards, 10 milliards, 15 milliards, rien que pour Paris. Et puis pour l'Île-de-France, avec les risques d'une Seine qui déborde. On l'a vu l'année dernière, l'année d'avant aussi. Chaque année, on n'est pas loin d'une catastrophe. Et à chaque fois, on a l'impression de redécouvrir le problème, alors que les rapports sont d'une précision absolue sur ce qu'il y a à faire, sur les risques, sur le nombre de morts qu'il y aurait, sur les conséquences aussi économiques. Pour Paris et la banlieue, ce serait quelque chose comme 5 millions de personnes qui seraient directement impactées, qu'il faudrait déplacer. C'est 1,5 million de travailleurs qui seraient sans emploi pendant des années. Enfin, bon, les conséquences sont inimaginables. Des hôpitaux inondés, parce que de plus en plus aujourd'hui, en plus, on a des infrastructures en sous-sol, donc ils seraient bien évidemment inondés. Pour ne pas parler des réseaux informatiques et autres, ça serait vraiment une paralysie complète. Ce qu'on a connu au début du XXe siècle à Paris, des gens qui se déplaçaient en barque dans Paris, c'est rien à côté des conséquences qu'il y aurait aujourd'hui. On aurait non seulement une paralysie générale de l'électricité et de l'informatique, ça paraît à peu près inimaginable aujourd'hui, les conséquences, et puis en termes de coûts humains directs, donc ce serait tout simplement effroyable, quoi. Parce que là, on voit bien aussi au fil des jours ce que c'est qu'une inondation, hein. Il y a les premières réactions, on monte dans les étages, etc. Et si ça continue, c'est un problème de survie pure, hein, alimentaire et autres, quoi. Donc maladie, impossibilité de soigner les gens, etc. Donc l'OCDE, par exemple, a bien chiffré tout ça, a souligné les conséquences et déplore le fait que les travaux ne sont toujours pas à la hauteur. Il n'y en a quasiment pas des travaux en réalité. Et donc chaque gouvernement se refile en quelque sorte toujours la patate chaude et on attend une catastrophe majeure pour poser la question ensuite officiellement de dire où sont les coupables, c'est le système qui ne va pas, on aurait dû le faire avant et voilà.